Bouvard approfondit la matière et le relança. Comment se fait-il que les monuments des Gaulois soient informes, tandis que ces mêmes Gaulois étaient civilisés au temps de Jules César? Sans doute ils proviennent d'un peuple plus ancien. Une telle hypothèse, selon Larsonneur, manquait de patriotisme. N'importe, rien ne dit que ces monuments soient l'œuvre des Gaulois. Montrez-nous un texte. L'académicien se fâcha, ne répondit plus, et ils en furent bien aises, tant les druides les ennuyaient. S'ils ne savaient à quoi s'en tenir sur la céramique et sur le celticisme, c'est qu'ils ignoraient l'histoire, particulièrement l'histoire de France. L'ouvrage d'Anquetil se trouvait dans leur bibliothèque, mais la suite des rois fainéants les amusa fort peu. La scélératesse des maires du palais ne les indigna point, et ils lâchèrent Anquetil rebuté par l'ineptie de ses réflexions. Alors ils demandèrent à Dumouchel quelle est la meilleure histoire de France. Dumouchel prit en leur nom un abonnement à un cabinet de lecture, et leur expédia les lettres d'Auguste Thierry avec 2 volumes de M. Genoud. D'après cet écrivain, la royauté, la religion et les assemblées nationales, voilà les principes de la nation française, lesquels remontent aux Mérovingiens. Les Carlovingiens y ont dérogé. Les Capétiens, d'accord avec le peuple, s'efforcèrent de les maintenir. Sous Louis XIII, le pouvoir absolu fut établi pour vaincre le protestantisme, dernier effort de la féodalité, et 89 est un retour vers la constitution de nos aïeux. Pécuchet admira ces idées. Elle faisait pitié à Bouvard qui avait lu Augustin Thierry d'abord. « Qu'est-ce que tu me chantes avec ta nation française, puisqu'il n'existait pas de France ni d'Assemblée nationale, et les Carlovingiens n'ont rien usurpé du tout, et les rois n'ont pas affranchi les communes. Lis toi-même. » Pécuchet se soumit à l'évidence et bientôt le dépassa en rigueur scientifique. Il se serait cru déshonoré s'il avait dit Charlemagne et non Karl le Grand, Clovis, au lieu de Clodowie. Néanmoins, il était séduit par Genoud, trouvant habile de faire se rejoindre les 2 bouts de l'histoire de France si bien que le milieu est du remplissage. Et pour en avoir le cœur net, ils prirent la collection de Bûcher-Hérault. Mais le pathos des préfaces, cet amalgame de socialisme et de catholicisme les écœura. Les détails trop nombreux empêchaient de voir l'ensemble. Ils recoururent à M. Thiers. C'était pendant l'été 1845 dans le jardin sous la tonnelle. Pécuchet, un petit banc sous les pieds, lisait tout haut de sa voix caverneuse, sans fatigue ne s'arrêtant que pour plonger les doigts dans sa tabatière. Bouvard l'écoutait, la pipe à la bouche, les jambes ouvertes, le haut du pantalon déboutonné. Des vieillards leur avaient parlé de 93 et des souvenirs presque personnels animaient les plates descriptions de l'auteur. Dans ce temps-là, les grandes routes étaient couvertes de soldats qui chantaient la Marseillaise. Sur le seuil des portes, des femmes assises cousaient de la toile pour faire des tentes. Quelquefois arrivait un flot d'hommes en bonnet rouge inclinant au bout d'une pique une tête décolorée, dont les cheveux bandaient. La haute tribune de la Convention dominait un nuage de poussière où des visages furieux hurlaient des cris de mort. Quand on passait au milieu du jour près du bassin des Tuileries, on entendait le heurt de la guillotine, pareil à des coups de mouton. Et la brise remuait les pampres de la tonnelle, les orges mûres se balançaient par intervalles, un merle sifflait, emportant des regards autour d'eux, ils savouraient cette tranquillité. Quel dommage que dès le commencement on ait pu s'entendre, car si les royalistes avaient pensé comme les patriotes, si la cour y avait mis plus de franchise, et les adversaires moins de violence, bien des malheurs ne seraient pas arrivés. À force de bavarder là-dessus, ils se passionnèrent. Bouvard, esprit libéral et cœur sensible, fut constitutionnel, girondin, thermidorien. Pécuchet, bilieux et de tendance autoritaire, se déclara sans culotte, et même robespierriste. Il approuvait la condamnation du roi, les décrets les plus violents, le culte de l'être suprême. Bouvard préférait celui de la nature. Il aurait salué avec plaisir l'image d'une grosse femme versant de ses mamelles à ses adorateurs, non pas de l'eau, mais du chambertin. Pour avoir plus de faits à l'appui de leurs arguments, ils se procurèrent d'autres ouvrages, Montgaillard, Prudhomme, Gallois, Lacretelle, etc. Et les contradictions de ces livres ne les embarrassaient nullement, chacun y prenait ce qui pouvait défendre sa cause. Ainsi, Bouvard ne doutait pas que Danton eût accepté 100 000 écus pour faire des motions qui perdraient la République, et, selon Pécuchet, Vergniaud aurait demandé 6 000 francs par mois. Jamais de la vie. Explique-moi plutôt pourquoi la sœur de Robespierre avait une pension de Louis XVIII.
Pas du tout, c'était de Bonaparte. Et puisque tu le prends comme ça, quel est le personnage qui, peu de temps avant la mort d'Égalité, eut avec lui une conférence secrète? Je veux qu'on réimprime dans les mémoires de la Campan les paragraphes supprimés. Le décès du dauphin me paraît louche. La poudrière de Grenelle, en sautant, tua 2000 personnes. Aux inconnus, dit-on. Quelle bêtise. Car Pécuchet n'était pas loin de la connaître et rejetait tous les crimes sur les manœuvres des aristocrates lors de l'étranger. Dans l'esprit de Bouvard, monter au ciel, fils de Saint-Louis, vierge de Verdun et les culottes en peau humaine étaient indiscutables. Il acceptait les listes de prud'hommes, 1 million de victimes tout juste. Mais la Loire rouge de sang depuis Saumur jusqu'à Nantes, dans une longueur de 18 lieues, le fit songer. Pécuchet également conçut des doutes, et ils prirent en méfiance les historiens. La Révolution est pour les uns un événement satanique, d'autres la proclament une exception sublime. Les vaincus de chaque côté, naturellement, sont des martyrs. Thierry démontre à propos des barbares combien il est sot de rechercher si tel prince fut bon ou fut mauvais. Pourquoi ne pas suivre cette méthode dans l'examen des époques plus récentes? Mais l'histoire doit venger la morale, on est reconnaissant à Tacite d'avoir déchiré Tibère. Après tout que la reine ait eu des amants, que Dumouriez d'Evalmy se propose à trahir, en Prairial que ce soit la Montagne ou la Gironde qui ait commencé, et en Thermidor les Jacobins ou la Plaine, qu'importe au développement de la Révolution, dont les origines sont profondes et les résultats incalculables. Donc elle devait s'accomplir, être ce qu'elle fut, mais supposer la fuite du roi sans entrave, Robespierre s'échappant ou Bonaparte assassiné. Hasard qui dépendait d'un aubergiste moins scrupuleux, d'une porte ouverte, d'une sentinelle endormie, et le train du monde changé. Il n'avait plus sur les hommes et les faits de cette époque une seule idée d'aplomb. Pour la juger impartialement, il faudrait avoir lu toutes les histoires, tous les mémoires, tous les journaux et toutes les pièces manuscrites, car de la moindre omission, une erreur peut dépendre, qui en amènera d'autres à l'infini. Ils y renoncèrent. Mais le goût de l'histoire leur était venu, le besoin de la vérité pour elle-même. Peut-être est-elle plus facile à découvrir dans les époques anciennes. Les auteurs étant loin des choses doivent en parler sans passion. Et ils commencèrent le bon Rollin. Quel tas de balivernes, s'écria Bouvard dès le premier chapitre. Attends un peu, dit Pécuchet, en fouillant dans le bas de leur bibliothèque, où s'entassaient les livres du dernier propriétaire, un vieux jurisconsulte maniaque et bel esprit. Et ayant déplacé beaucoup de romans et de pièces de théâtre avec un Montesquieu et des traductions d'Horace, il atteignit ce qu'il cherchait, l'ouvrage de Beaufort sur l'histoire romaine. Tite-Live attribue la fondation de Rome à Romulus. Sallust en fait honneur aux Troyens d'aînés. Coriolan mourut en exil selon Fabius Pictor, par les stratagèmes d'Atius Tullius, si l'on en croit Denis. Sénèque affirme qu'Horatius Coclès s'en retourna victorieux, et Dion qu'il fut blessé à la jambe. Et Lamotte le Vaillé émet des doutes pareils relativement aux autres peuples. On n'est pas d'accord sur l'antiquité des Chaldéens, le siècle d'Homère, l'existence de Zoroastre et les 2 empires d'Assyrie. Quinturs a fait des comptes, plus tard que Dément Hérodote. Nous aurions de César une autre idée si le Vercingétorix avait écrit ce commentaire. L'histoire ancienne est obscure par le défaut de documents, ils abondent dans la moderne, et Bouvard et Pécuchet revinrent à la France, entamèrent Sismondi. La succession de tant d'hommes leur donnait envie de les connaître plus profondément, de s'y mêler. Ils voulaient parcourir les originaux, Grégoire de Tours, Monstrelet, Comines, tous ceux dont les noms étaient bizarres ou agréables. Mais les événements s'embrouillèrent faute de savoir les dates. Heureusement qu'il possédait la mnémotechnie de Dumouchel, un Indus cartonné, avec cette épigraphe, « Instruire en amusant ». Elle combinait les 3 systèmes d'Halévy, de Paris et de Fenègue. Halévy transforme les chiffres en figures, le nombre 1 s'exprimant par une tour, 2 par un oiseau, 3 par un chameau, ainsi du reste. Paris frappe l'imagination au moyen de rébus. Un fauteuil garni de clous à vis donnera clou, vis, clovis, et comme le bruit de la friture fait ric-ric, des merlans dans une poêle rappelleront Chilpéric. Fenègle divise l'univers en maisons qui contiennent des chambres ayant chacune 4 parois à 9 panneaux, chaque panneau portant un emblème. Donc le premier roi de la première dynastie occupera dans la première chambre le premier panneau. Un phare sur un mont dira comment il s'appelait, Pharamond, système Paris, et d'après le conseil d'Halévy, en plaçant au-dessus un miroir qui signifie 4, un oiseau 2 et un cerceau 0, on obtiendra 420, date de l'avènement de ce prince.
Pour plus de clarté, ils prirent comme base mnémotechnique leur propre maison, leur domicile, attachant à chacune de ces parties un fait distinct, et la cour, le jardin, les environs, tout le pays n'avaient plus d'autre sens que de faciliter la mémoire. Les bornages dans la campagne limitaient certaines époques, les pommiers étaient des arbres généalogiques, les buissons des batailles. Le monde devenait symbole. Ils cherchaient sur les murs des quantités de choses absentes, finissaient par les voir, mais ne savaient plus les dates qu'elles représentaient. D'ailleurs, les dates ne sont pas toujours authentiques. Ils apprirent dans un manuel pour les collèges que la naissance de Jésus doit être portée 5 ans plus tôt qu'on ne la met ordinairement. Il y avait chez les Grecs 3 manières de compter les Olympiades, et 8 chez les Latins de faire commencer l'année. Autant d'occasions pour les méprises, outre celles qui résultent des zodiaques, des ères et des calendriers différents. Et de l'insouciance des dates, ils passèrent au dédain des faits. Ce qu'il y a d'important, c'est la philosophie de l'histoire. Bouvard ne put achever le célèbre discours de Bossuet. L'Aigle de Meaux est un farceur, il oublie la Chine, les Indes et l'Amérique. Mais il a soin de nous apprendre que Théodose était la joie de l'univers, qu'Abraham traitait d'égal avec les rois et que la philosophie des Grecs descend des Hébreux. Sa préoccupation des Hébreux m'agace. Pécuchet partagea cette opinion et voulut lui faire lire Vico. Comment admettre, objectait Bouvard, que des fables soient plus vraies que les vérités des historiens? Pécuchet tâcha d'expliquer les mythes, se perdait dans la Scienza Nova. Nieras-tu le plan de la Providence? Je ne le connais pas, dit Bouvard. Et ils décidèrent de s'en rapporter à Dumouchel. Le professeur avoua qu'il était maintenant dérouté en fait d'histoire. Elle change tous les jours. On conteste les rois de Rome et les voyages de Pythagore. On attaque Bélisaire, Guillaume Tell, et jusqu'au Cid, devenu grâce aux dernières découvertes un simple bandit. C'est à souhaiter qu'on ne fasse plus de découvertes. Et même l'Institut devrait établir une sorte de canon prescrivant ce qu'il faut croire. Il envoyait en post-scriptum des règles de critique prises dans le cours de Donou. Citer comme preuve le témoignage des foules, mauvaise preuve, elles ne sont pas là pour répondre. Rejeter les choses impossibles. On fit voir à Pausanias la pierre avalée par Saturne. L'architecture peut mentir, exemple l'arc du Forum, où Titus est appelé le premier vainqueur de Jérusalem, conquise avant lui par Pompée. Les médailles trompent quelquefois, sous Charles IX on bâtit des monnaies avec le coin de Henri II. Tenez en compte l'adresse des faussaires, l'intérêt des apologistes et des calomniateurs. Peu d'historiens ont travaillé d'après ces règles, mais tous en vue d'une cause spéciale, d'une religion, d'une nation, d'un parti, d'un système, ou pour gourmander les rois, conseiller le peuple, offrir des exemples moraux. Les autres qui prétendent narrer seulement ne valent pas mieux, car, on ne peut tout dire, il faut un choix. Mais dans le choix des documents un certain esprit dominera, et comme il varie, suivant les conditions de l'écrivain, jamais l'histoire ne sera fixée. C'est triste, pensait-il.